Bonjour à tous. Alors j'espère que vous me voyez bien. On est dans le tout début, on est dans ce qu'on appelle les réglages techniques. Alors là, j'ai une petite opération à faire pour que tout aille bien, mais ça ne se fait pas. Euh, voilà, donc on est parti maintenant pour, on va dire, trois quarts d'heure d'intervention sur le thème du karma. Alors, le karma, vous savez que c'est un mot qui est très, très utilisé, un petit peu à toutes les sauces, donc que ce soit la sauce religieuse, la sauce spirituelle, la sauce occidentale, la sauce orientale, enfin, ce mot est passé depuis quelques années dans le langage courant sans qu'on sache vraiment à quoi il se réfère. Donc, on va essayer aujourd'hui, non pas d'expliquer la loi du karma, parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe et on peut dire que chacun a une approche différente de ce concept, on va appeler ça comme ça, un concept. Mais on va essayer d'éclairer un petit peu cette notion dans nos vies quotidiennes et qu'est-ce que ça génère dans nos relations et dans notre façon d'aborder la vie. Parce que le karma, donc c'est ce qu'on appelle l'action, est en fait un moteur de vie et est une énergie, et quelque chose va dire, qui est présent dans nos interactions avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre corps, avec notre esprit. Donc, un mot qui me venait, c'est que cette notion de loi du karma, c'est un peu la réponse que me donne la vie en retour de mes actions. Donc c'est quelque chose de très général, on va dire, mais il est bien évident que, pour venir un tout petit peu en arrière et sortir des définitions, il est évident que la différence qui existe entre les êtres humains, il y a un secret derrière toutes ces différences. Pourquoi on est ne serait-ce que physiquement, pourquoi on est comme ça, pourquoi on a tel style de vie, pourquoi on a tel type de personnalité, pourquoi on va naître dans un pays où tout va bien et puis un pays où tout va mal. Donc, les différences que l'on voit actuellement dans le monde, à la fois de pays à pays, mais aussi d'individu à individu, peut donner cette notion de pourquoi il y en a qui sont heureux et pourquoi il y en a qui sont malheureux. Et pourquoi il y en a qui font des choses gentilles et ils sont toujours malheureux, il leur arrive que des problèmes. Et puis ceux qui sont hyper mauvais, enfin, on considérerait comme de mauvais personnages, réussissent tout, ont toutes les chances, etc. Donc cette vision du monde et de ces différences et de ces clivages pourrait donner un sentiment d'injustice. Alors le sentiment d'injustice est une notion extrêmement, j'allais dire clivante, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi très difficile à comprendre. On pourrait dire que l'injustice n'existe pas. On peut dire par contre que la justice que les hommes ont créée, si elle n'est pas appliquée d'une façon égale à chacun, devient donc une injustice, c'est-à-dire puisque les choses sont organisées de telle façon, pourquoi moi je ne bénéficie pas des mêmes choses que celui qui est à côté? Pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi moi je ne peux pas devenir riche et pourquoi celui-là, il est encore pauvre? Donc on voit bien que dans la réalité du quotidien, les différences qui existent entre nous sont donc des vecteurs définissent des sentiments d'injustice mais aussi va générer des sentiments tels que la jalousie, tels que l'envie, tels que on va dire, le rejet ou l'attraction, parce on a envie de se mettre dans des situations où on est le mieux possible. Alors c'est intéressant de comprendre que ce qui nous arrive de bien ou de mal, au moment où ça nous arrive, on ne le décide pas. C'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que
on est dans un instant de notre vie qui est le résultat de quelque chose que nous avons oublié ou qui concerne les autres, mais qui n'est à aucun moment, excusez-moi, je me laisse distraire par le téléphone du technicien qui essaye de me joindre. Une petite seconde, je vais couper le son. Voilà, nous voilà revenus. Alors, c'est une bonne illustration de voir que quand on est dans une situation et qu'une autre situation arrive pour l'interrompre, eh bien, c'est peut-être aussi ce qu'on appelle un conte de karma. On reviendra plus tard à ce que je viens de dire. Alors, on disait que l'événement que nous vivons là, on ne le choisit pas, mais il est le résultat de quelque chose qui appartient à notre passé, mais qu'on a oublié. Donc, la notion d'injustice vient par le fait que, premièrement, on ne connaît pas cette notion de ce que je fais, j'en ai le résultat, mais on ne sait pas aussi qu'il y a un décalage entre le moment où on plante une graine et le moment où elle va pousser. Donc ce que je vis aujourd'hui est le résultat d'un passé qui est soit très récent, soit beaucoup plus ancien. Donc voilà, et chaque être humain vit la même chose, vit ses retours réguliers entre son présent et son passé. Et là, on va même pas encore parler du futur, mais entre mon présent et mon passé, il y a une relation, et chacun a cette relation aussi avec son propre passé. Donc tous les êtres humains mis ensemble, vous imaginez un peu la cacophonie que ça peut représenter si on veut absolument que chacun ait les mêmes, je vais dire, droits et les mêmes avantages. Donc maintenant, ça c'est la situation d'un monde matérialiste. Donc je vais revenir un petit peu à la notion, c'est que on ne peut pas éviter le fait que ce que je fais ait une répercussion. On peut dire que on ne peut pas échapper au fait que parce que je suis vivant, ce que je fais, ce que je pense et ce que je dis, parce que penser et parler, c'est aussi des actions, et que ces trois expressions de la personne, on va dire non de l'âme, comme on dit maintenant, mais de la personne dans son quotidien, dans sa vie, dans ses interactions avec les autres, eh bien, ces trois expressions ont de toute façon des conséquences. Alors, même si on le nie, même si on veut pas, même si on ne l'accepte pas, ça se passe quand même. Alors, on va voir qu'il y a deux types de lois dans le monde qui régissent un peu notre vie, notre quotidien, nos relations, etc. Il y a la loi des hommes et il y a les lois spirituelles. Les lois des hommes, c'est édicté dans des bouquins, vous savez, on appelle ça des codes civils, on a des textes de loi énormes qui ont pour but de gérer les relations entre les personnes et qui, pour une action, définissent une conséquence. Mais ce sont les hommes qui les ont définis. C'est-à-dire, si vous grillez un feu rouge, tout bête, vous grillez un feu rouge, on vous retire votre permis. Ça, c'est une loi complètement humaine. On a décidé que cette action n'était pas juste, donc la répercussion, c'est payer une amende, retirer le permis, etc. Donc, le fait de désobéir en fait à une loi qui a été décidée, eh bien, ça a des conséquences. Et ces conséquences, je dois les assumer parce que cette notion de désobéissance, mais c'est presque dire de dérégulation en fait de cette loi, fait que je me mets dans la position d'être hors la loi. Mais quand je dis hors la loi humaine. Spirituellement, griller un feu rouge, ça ne va pas vous donner comment dire, une contravention ou quelque chose de cet ordre-là. Spirituellement, griller un feu rouge, ça n'a pas de, entre guillemets, de conséquences, sauf si le fait de griller un feu rouge fait que vous percutez quelqu'un et que vous enlevez la vie de quelqu'un. Vous tuez quelqu'un parce que vous avez grillé ce feu rouge. Donc d'un côté, il y a la loi qui vous empêche de créer spirituellement, on va dire, des conséquences très lourdes pour vous-même et pour la personne qui, bien sûr, a été ou blessée ou décédée. Donc, on est dans cette espèce de mélange entre les lois humaines qui sont définies par rapport à des règles qui sont édictées par rapport à un ordre social
Et puis vous avez les lois spirituelles qui sont beaucoup plus incognito, beaucoup plus invisibles, qu'on ne connaît pas, mais qu'on voit apparaître dans notre vie à un moment donné. Pourquoi quelque chose va bien pour une personne et ne va pas bien pour une autre personne alors que la situation est la même. Donc on va voir en fait qu'il y a, pour chaque action, il y a un résultat, mais derrière chaque action, il y a une intention. Et j'allais dire ce qui coûte le plus cher, c'est pas encore l'action, mais c'est l'intention qu'il y a derrière l'action. Par exemple, vous avez des enfants. Les enfants, eux, n'ont pas d'intention. Un enfant peut taper un autre enfant, un enfant peut faire des bêtises, etc. Mais il n'a pas la compréhension de la répercussion de l'action qu'il vient d'accomplir et il n'a pas d'intention non plus particulière derrière cette action. Donc, plus on avance en âge, plus on avance dans la compréhension j'allais dire, des relations humaines, la compréhension de ce qu'est la vie, plus on peut agir, parler et penser avec des intentions. Donc, si nos intentions sont bonnes quand on est adulte, tout va bien. Si nos intentions sont mauvaises, eh bien, ces mauvaises intentions vont avoir des répercussions sur ce que j'appellerais la charge et comment la vie va me répondre à mes intentions. La vie répond à mes actions, la vie répond à mes intentions. Et aussi, dans certaines, effectivement, donc il y a résultat, intention et répercussion. Donc un geste simple, c'est je sais pas, on pourrait presque dire, couper un morceau de pain. Prendre un couteau et couper un morceau de pain, c'est une action et le résultat, c'est que le pain est coupé en tranches. Tout bête. Euh, je prends le couteau et je peux blesser quelqu'un avec. Donc là, les intentions derrière le geste que je vais faire, qui est pratiquement le même que celui que j'ai utilisé pour couper le pain, eh bien, va avoir des répercussions différentes. Donc le premier, ben, je vais nourrir des gens. Le deuxième, je vais blesser quelqu'un avec le même objet et je veux dire, le même geste. Donc on voit bien que ce qui nous revient le plus dans nos vies, c'est plus les intentions que l'action. Et ça, je pense que vous pouvez voir dans vos propres vies, faire un petit bilan de qu'est-ce que vous avez. Le meilleure chose à faire, c'est faire le bilan de votre journée. Qu'est-ce que aujourd'hui j'ai créé et quelles sont les intentions que j'avais dans les relations que j'ai eues. Par exemple, vous pouvez faire des sourires à pas mal de personnes, mais derrière, vous avez soit de la peine, soit vous avez pas du tout envie de leur sourire, que vous le faites par obligation, parce qu'on vous a demandé de le faire, parce que ça fait partie de votre rôle. Donc, si vous voulez, votre intention, elle est beaucoup plus visible que votre action. Donc, on verra votre sourire, mais on sentira votre intention. Donc, autant une action peut être visible, autant une intention est invisible. Et c'est cette intention-là qui va envoyer un signal aux autres, et on peut dire un signal à la vie, qui fait qu'à un moment donné, le retour de cette action d'être un peu, je vais dire hypocrite, on va prendre ce terme-là, c'est beaucoup plus facile, espèce de forme d'hypocrisie dans l'expression, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les gens vont être faux avec vous. C'est-à-dire que votre hypocrisie, vos intentions qui sont pas tout à fait justes, alors que vous montrez un visage serein, souriant et bienveillant, eh bien, le retour de ça, ça ne va pas être le sourire des autres, ça va être leur mauvaise intention à votre égard. Parce que la réponse se fait au niveau des actions, bien sûr, mais la réponse émotionnelle se fait au niveau des intentions. J'espère que je suis assez claire parce que je vais peut-être dans des détails un peu trop compliqués pour les personnes qui n'ont jamais abordé vraiment cette notion simplement qu'on ne fait pas les choses comme ça et ce qui nous arrive, ça ne vient pas comme ça. C'est pas une punition du ciel, ce n'est pas oh j'ai de la chance, tant mieux, ou oh j'ai que des problèmes et je suis malheureux, etc. Et pourquoi moi et pas les autres, etc., etc. Donc ce qu'on va pouvoir voir aussi, c'est la non-compréhension, la non-acceptation de cette loi de réponse de la vie à mes actions. C'est que lorsqu'il se produit un événement, alors c'est très fréquent, on le voit bien, on le voit souvent
Par exemple, il y a eu un accident ou une catastrophe, ou, bref. Et beaucoup de gens sont décédés, beaucoup de gens sont blessés. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? La première chose que les gens font, puisque comme il n'y a pas la compréhension ni l'acceptation que ce qui m'arrive ou ce qui leur arrive fait partie de mon histoire de vie, qui est cette relation entre mon passé et mon présent, eh bien, on va aller chercher la cause à l'extérieur. Donc, dans une situation de catastrophe ou quoi que ce soit, on envoie comment dire, les informations. La première chose que les gens cherchent, c'est qui est le coupable? Qui est le coupable? Qui a fait une erreur? Qui fait qu'à un moment donné, je peux blâmer cette personne et peut-être demander vengeance, etc., etc. Parce que, parce que je n'ai pas la capacité de comprendre et d'accepter que la situation qui vient d'arriver résulte de comptes karmiques, c'est-à-dire résultats du passé pour les personnes qui sont dans cette situation. Donc voilà le problème à l'heure actuelle, c'est que quand on a identifié ma responsabilité et non pas ma culpabilité dans une situation, quand il se passe un événement, la première chose à faire, c'est surtout ne pas commencer à chercher c'est la faute de qui et pourquoi ça m'est arrivé, mettre un point final, presque un point de départ, et ne pas chercher tout de suite, poser des tonnes de questions pour dire pourquoi c'est arrivé, à cause de qui c'est arrivé, comment je vais pouvoir réparer, euh, etc., etc. Toutes ces questions ont pour but d'externaliser ma responsabilité sur quelque chose d'autre, sur des personnes ou sur des situations. Donc, dans ce cas-là, si je passe ma vie à chercher les causes de ma vie, de mes situations personnelles, si je considère que c'est la faute de quelqu'un d'autre ou que c'est des causes extérieures, je ne peux pas me prendre en main et je ne peux pas assumer ni accepter les conséquences des situations que je vis. C'est-à-dire que on va passer sa vie dans ce qu'on appelle un état de victime. La victime, elle est toujours, entre guillemets, oui, victime de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, d'une situation ou des décisions que les autres ont prises. Alors que quelqu'un qui maîtrise cette compréhension de tout ce que je fais a une répercussion et tout ce que j'ai fait a une répercussion maintenant, eh bien, on est dans ce qu'on appelle la maîtrise de soi et on est dans dans la compréhension et surtout dans l'apprentissage, à chercher ce terme, l'apprentissage. Euh, Ce qui m'arrive est une leçon. On a déjà dit ça tout à l'heure. Donc, cette leçon, je dois l'apprendre. Si je n'apprends pas la leçon, ce qui va se passer, elle va se reproduire. Et plus elle se reproduit, plus elle va se renforcer. Et plus elle va se renforcer, moi, j'aurai la capacité de, de la maîtriser et de l'éliminer. Donc, on a, pendant on va dire, toute notre vie, accumuler des habitudes d'action qui ont engendré les mêmes résultats. Et si on essaye de dire, mais ma situation ne change pas, ma vie ne change pas, j'ai toujours les mêmes problèmes, il faut toujours les regarder. Est-ce que je ne continue pas à agir toujours de la même façon pour essayer de régler des problèmes qui ont été créés par la façon dont j'ai déjà commencé à agir? Vous voyez? Donc, la notion de changement, est complètement relié à la notion de jusqu'à quel point je suis capable de prendre en charge mes comptes karmiques, c'est-à-dire mes, ma vie. Enfin, je reviens toujours au terme de ma vie et ce qu'elle contient. Est-ce que je suis capable de le prendre en charge pour aller vers un bonheur qui ne sera pas un bonheur parce que j'aurais réglé les choses autour, mais simplement parce que j'aurais su m'adapter à ma situation personnelle et aux situations que je vais traverser.
Donc, comprendre la loi de la loi du karma, c'est aussi euh, apprendre à maîtriser ce qui m'arrive et surtout aussi à prendre en charge l'action présente pour qu'elle ait un retour qui soit ce que j'aimerais qu'il soit. Donc, on ne vit pas la vie qu'on aimerait, ça c'est clair, pas toujours. Mais par contre, on peut choisir d'aimer la vie qu'on aime. Et ça, c'est une grande liberté. C'est une grande liberté parce qu'on ne cherche plus à échapper à soi-même. Alors effectivement, il y a des situations qui sont plus dures que d'autres. Et tout à l'heure, j'ai discuté avec une personne qui actuellement traverse un problème de maladie. Donc on peut dire que la maladie physique, c'est c'est pas agréable et ça peut générer beaucoup d'anxiété, de peur, de difficultés. Bon, vous avez dû être malade, tout le monde est passé par là. Donc la maladie est un champ karmique très particulier. Moi, j'ai parlé avec cette personne et je lui ai dit, mais comment tu te sens dans cette situation-là? Et sa réponse m'a montré à quel point, sa réponse était très spirituelle en fait. La personne m'a répondu, mais je me sens très chanceux. Très chanceux, tu es malade et tu te sens très chanceux. Il dit oui, parce que grâce à ça, je comprends à quel point les gens m'aiment et je reçois beaucoup de ce qu'on appelle de bons souhaits, de bénédictions, c'est les mots qu'on utilise aussi un peu ici, de retours positifs des gens, l'amour des autres, parce que justement, je traverse cette difficulté-là. Alors personnellement, je m'attendais à quelque chose de complètement différent. En fait, qui aurait pu être ma propre réaction. Donc on projette aussi notre réaction, nos sentiments sur ce que vivent les autres, alors qu'eux le vivent totalement différemment. Donc voilà comment un compte karmique qui passe à travers le corps, donc à travers la maladie physique, comment c'est peut être retourné en une seconde et que ça devienne un bon moment de vie parce que là, la personne reçoit à ce moment-là reçoit de l'amour qu'elle n'aurait peut-être pas ou reçu ou ressenti dans une situation différente. Donc voilà comment aussi on ne peut pas transformer ce qui a déjà été planté. Ce qui a été planté va pousser, puis un jour on va le voir. On va s'en rendre compte, tiens, ça a poussé. Et peut-être la graine est très très loin de l'arbre ou de la fleur qui va pousser ou de la ronce qui va pousser. Parce qu'on oublie, hein, on fait des milliards et des milliards d'actions et on oublie quelles en sont les répercussions. Parfois, on le sent, on imagine bien, vous savez, vous entendez des fois des gens qui disent, ah ben tant mieux, elle l'a bien mérité. Bon, c'est pas très gentil à dire, mais il y a inconsciemment dans l'inconscient collectif, il y a cette notion qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Il n'y a rien de gratuit, mais il y a surtout euh, la- la- notre positionnement en Inde, c'est très fréquent en Inde, c'est très fort la notion du karma en Inde, ça fait partie de la vie, c'est presque, c'est presque c'est incontournable dans leur compréhension, c'est très religieux, etc. Et quand vous avez quelqu'un qui tombe gravement malade ou qui peut tomber dans la rue, eh bien, vous avez parfois cette notion de se dire, oh, bah, de toute façon, c'est son karma, j'ai pas à intervenir. Vous savez, parfois, on est un peu passif par rapport à la situation des autres. On dit, oh, bah, c'est son karma, ou il l'a bien mérité, et donc, on ne fait rien. Alors là, il y avait effectivement non-assistance à personne en danger, mais qu'est-ce que je crée, moi, comme compte par rapport à cette personne en ne l'aidant pas? C'est pas ma responsabilité, c'est pas mon histoire que cette personne est en train de régler quelque chose du passé, un compte karmique. Mais moi, ma responsabilité, c'est d'aider cette personne à se relever si elle est tombée ou quoi ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, la connaissance de la loi du karma ne me donne pas le droit de juger ce que vivent les autres. Mais ça me donne la responsabilité, si je le comprends, de les aider dans leur cheminement pour à la fois comprendre, mais aussi alléger la charge émotionnelle qui va avec. Alors, il y a une notion qu'on utilise beaucoup ici dans le Raja Yoga, c'est la notion
ce qu'on appelle le niveau karmatique. Alors, c'est un nom un peu bizarre. Et ça se traduit par être libre des effets de l'action. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que notre passé, on peut l'effacer. Il faut savoir que ce qui est là reste. Mais on a la possibilité de couper ou de modifier le lien, la relation que j'ai avec ces actions et ces scènes du passé. Donc, on n'efface pas le passé, mais on peut en changer la relation qu'on a avec. Alors, vous avez des personnes qui ont tendance à ruminer leur passé et 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, l'émotion de l'événement est intacte. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose, l'émotion qui est autour de ça, à l'époque où ça s'est produit, était très forte. 30 ans, 40 ans plus tard, la scène revient dans leur esprit parce que voilà, c'est toujours un peu présent. Mais l'émotion qui est dans cette action, dans cette situation, dans ce qu'ils ont vécu, est toujours présente. Donc la façon de se libérer du poids du passé n'est pas de l'effacer, c'est pas possible. C'est dans la mémoire, c'est engrangé, on va dire. Mais par contre, on peut changer la relation qu'on a. Comment, moi, aujourd'hui, je vois le passé, comment je vois mon passé? Un événement, une situation, une relation, une personne. Comment aujourd'hui, je suis capable de revisiter cet événement, de revisiter ma relation avec une personne, et comment je peux être capable, en comprenant la charge émotionnelle qui me relie moi avec mon passé, comment je peux l'effacer. Maintenant, parce que je suis devenue un adulte, alors que peut-être la situation s'est produite quand j'avais 10 ans ou 15 ans. Il y a des choses qui sont dures, des choses qui sont faciles, des choses qui sont simples, des choses qui sont enfouies, des choses qui vont revenir un peu plus tard dans la vie, à la mémoire. Mais l'événement a disparu. Il n'est plus présent, il est juste dans ma mémoire. Comme si je savais dans un ordinateur, là, il y a une petite, un petit onde électrique qui est là dans un coin et qui symbolise en fait la mémoire de l'événement. Donc ça, je ne peux pas l'effacer, mais je peux changer la relation. Donc, pour se soulager de poids karmiques parfois difficiles et lourds, il est intéressant de travailler sur ce lien. C'est pour ça qu'on appelle libre des liens du passé. Ce, ce... Alors si on le coupe, c'est parfait. Si un événement, si vous avez réglé le karma qui est lié à une action du passé, elle n'a plus d'impact sur vous émotionnellement. Ça veut dire que là, vous avez réglé la chose, c'est coupé, c'est fini. C'est toujours là, pouvez y penser, mais il ne se passe plus rien. Je ne sais pas si vous avez vu, alors je fais référence à un film qui s'appelle, voilà, je viens de perdre le nom, si, c'est vice-versa. C'est un dessin animé un dessin animé de Disney. Et c'est les différents types de traits de caractère qui existent. Et les traits de caractère, ils sont en train de se, comment dire, de communiquer entre eux à l'intérieur de la tête d'une personne. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, il y a Vice-Versa 2, qui est encore plus fin, beaucoup plus élaboré que le premier. Et à un moment donné, on montre que il y a un coffre-fort et il y a une espèce de bête noire, un personnage un peu sombre, très sombre même, qui est enfermé dans ce coffre-fort. Et dans ce coffre-fort, il y a ce qu'on appelle je ne me souviens plus tellement du nom, mais on appelle ça une mémoire qui est enfermée dans ce coffre noir et une mémoire qui est toute noire. Et un jour, dans le courant du film, on demande, il y a quelqu'un qui arrive à ouvrir la porte du coffre et qui demande, mais c'est quoi cette mémoire noire, aussi profonde? Et le personnage répond, le trou dans la moquette. Et après, il ferme la porte brutalement. Et donc, cette action, le trou dans la moquette, repart dans l'inconscient, c'est-à-dire dans le coffre-fort. Donc, enfant, c'est une image, hein, mais l'enfant, la personne, enfin le personnage, a fait un trou dans la moquette. Et ça a été
quelque chose de très, très violent parce que la réaction des adultes, la honte, la peur de se faire disputer, etc., est restée enfouie dans l'inconscient. Et on a des coffres-forts dans lesquels on a mis des choses noires, mais qui sont sans importance. Parce qu'on voit bien, comme le montre ce film, que le trou dans la moquette, c'est tellement anodin que c'en est presque risible, c'en est presque bête. Mais par contre, quand c'est arrivé à l'enfant, eh bien, ça a pris des proportions que l'adulte porte encore dans dans son inconscient, mais aussi ça peut parfois revenir au conscient. Donc on est, entre mes guillemets, bourré de petites choses comme ça, des hontes, des peurs, des choses qu'on veut cacher, etc. Et qui sont disproportionnées, dont la réaction à l'époque et maintenant est disproportionnée par rapport à la réalité. Donc il faut se désencombrer un peu de ces choses qu'on porte en nous, de ces espèces de sacs à dos, plein de choses inutiles, qu'on fait revivre tout seul, hein, comme des grands, parce que personne ne nous demande de le faire, mais on le fait quand même, mais qui ont un impact sur mes relations avec les autres. Donc c'est ça en fait le karma, c'est ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'en fais maintenant et comment je l'utilise, qui je suis maintenant par rapport à tout ça. Alors c'est très complexe. Je parlais tout à l'heure de la notion de blâmer les autres, mais c'est la faute à personne. Cette loi automatique, elle est vraiment automatique. Euh, elle, comment dire, personne peut nous enlever notre karma, mais personne ne peut non plus nous en, nous forcer à en créer. Et la liberté, en fait, ne va pas venir du fait de changer complètement sa vie, mais de changer le regard qu'on a sur sa vie. Tout est une question de positionnement. Donc, les lois humaines ont un sens, les lois humaines régissent ma vie, mais les lois spirituelles font un travail beaucoup, beaucoup plus important. Je vais raconter une histoire, c'était une histoire d'un repris de justice qui avait, je crois que j'avais déjà raconté celle-là, qui avait qui avait laissé emprisonner quelqu'un à la place de lui, parce qu'il avait tué quelqu'un, mais il a laissé quelqu'un d'autre se faire emprisonner à sa place. Donc lui, il est resté libre. Et quelques années plus tard, une personne a commis un homicide et c'est lui qui a été accusé alors qu'il n'était pas coupable. Et il s'est pas défendu, il a dit non, non, il a dit que c'était pas lui, mais en fait, il a pas fait appel parce que il a dit il y a 40 ans que j'ai laissé emprisonner quelqu'un alors que c'était moi qui étais coupable. Et cette fois-ci, c'est quelqu'un d'autre qui est coupable. Moi, je suis emprisonnée pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et il a dit, bah, c'est maintenant c'est mon tour de régler. Donc, bon, c'est une histoire vraie, hein. Mais on peut imaginer que la loi humaine a décidé de telles choses. Celui-là est coupable, celui-là est innocent. Mais en fin de compte, la loi du karma qui est derrière a elle-même pris le relais. Et c'est le résultat, ça a été ça. Un emprisonnement pour un crime qu'il n'avait pas commis maintenant, mais qu'il avait commis longtemps auparavant. Bon, vous voyez comment la notion de justice est totalement liée à l'histoire de vie de chacun et que cette justice spirituelle, en fait, elle, euh, elle n'existe pas. Et il faut aimer nos différences, il faut aimer nos vies différentes. Euh, C'est peut-être un peu réducteur de dire que face à la vie, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux parce que on ne pourra jamais être pareil. On pourra jamais, on est tous très différents, à la fois dans notre comportement, dans notre personnalité, mais aussi dans notre histoire. Et on sait bien que c'est là où, dans le Raja Yoga, on entre vraiment dans cette notion que notre histoire, elle ne s'arrête pas à cette vie-ci, que ce qu'on fait maintenant, on a commencé cette vie, on va la finir à un moment donné, hein, ce corps n'est pas éternel, mais que mon histoire personnelle n'a pas commencé avec moi aujourd'hui, ou il y a X années, mais beaucoup plus ancienne. Donc si j'arrive à avoir une vision large de mon passé et une vision large aussi de mon futur, cette tranche de vie qui est là actuellement,
elle a comme rôle de me permettre d'inverser la vapeur, c'est-à-dire de me reprendre en main mes, j'allais dire mes crédits et mes débits et essayer de travailler dès maintenant sur mon futur. C'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui va avoir des répercussions sur mon futur. Ce que j'ai fait dans le passé, je le règle maintenant et je crée pour ce qui va venir. Ce qui va venir maintenant, un peu plus tard, dans très longtemps. On sait pas encore, on sait pas, on connaît pas ce qui s'est passé avant, on sait pas ce qui va se passer après. Mais on sait bien qu'on est à à la croisée d'une destinée qui ne demande qu'à s'enrichir et qu'à devenir de plus en plus belle. Donc, ne pleurons pas sur notre sort, ne blâmons pas les autres, acceptons ce qui nous arrive dans le positif comme dans le négatif, dans le bien comme dans le mal, et, et utilisons ce karma, on va dire ça, on va reprendre ce mot, utilisons ce karma pour grandir et pour changer. Alors, on pourrait dire que c'est facile, hein, il suffit de penser et puis les choses vont s'arranger, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Parce que si avec ma propre énergie, je n'arrive pas à me sortir de ce, j'allais dire, de ce que j'ai accumulé, on a nécessairement besoin d'avoir une énergie extérieure pour arriver à s'élever. Donc, comment vivre son karma, comment accepter sa destinée et comment la changer sans avoir une aide extérieure. Alors, on aime bien utiliser la méditation justement pour reprendre ce pouvoir qui nous manque pour aller au-delà. Je parlais de changer la relation qu'on a avec notre passé, pour aller au-delà, pour s'extirper en fait de ce, ouais, j'allais dire un magma, mais c'est un peu lourd quand même, c'est un peu fort. On va dire se désencombrer, se désencombrer et changer notre, travailler sur notre passé, utiliser notre passé pour changer notre futur. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce sera plus simple. Et, euh, et méditer, c'est justement aller revisiter, c'est ça qui est important, parce que la méditation est une source d'énergie. Et utiliser la méditation pour aller revisiter, en fait, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui peut me gêner, m'encombrer, et, euh, et travailler, excusez-moi, et travailler avec douceur, avec amour, avec gentillesse. Vous savez, la gentillesse est une belle vertu. Être gentil avec soi-même, c'est aussi une façon de s'accepter et de traverser ce que en nous-mêmes on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas, mais qui fait quand même partie de notre histoire. Donc voilà comment je verrais aujourd'hui la notion de méditer pour nettoyer en profondeur les, les espaces à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon inconscient, pour dégager euh, ce qui, ce qui reste un peu comme des scories qui sont là, qui traînent, et arriver à nettoyer ça et à retrouver euh, une meilleure image de moi dégagée de ce que je pense être, de ce qui est trop lourd à l'intérieur. Alors, bon, ça peut prendre des heures et des heures à expliquer, donc on n'est pas du tout dans dans cette dynamique-là aujourd'hui. L'histoire, c'était, il faut comprendre que ce qui m'arrive
n'est pas le jouet de la chance ou de la malchance, mais c'est le résultat de ce que de ce que j'ai été, de ce que j'ai fait, de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je continue à faire. Donc, changez vos mauvaises habitudes, vous changerez votre destinée. C'est tout bête. On pourrait résumer comme ça. Alors, je pense on a vu un peu, très succinctement, mais en même temps largement, euh, ce que peut être le karma. Alors, je ne suis pas rentrée dans trop de détails, mais simplement prenez conscience. Prenez conscience et ne blâmez personne. Et regardez les autres avec amour, même si, alors on va juste dire, même si celui qui fait du mal, euh, regardez-le avec amour parce que lui-même est sous l'emprise de ses propres comptes karmiques. Et ses actions, ses pensées, ses paroles sont guidées aussi par tout ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc, on est tous dans le même bocal, on est tous en train de se battre intérieurement avec des choses difficiles à vivre ou des choses très bonnes à vivre, hein, bien sûr. Mais on n'est pas tout seul dans ce qu'on vit, on n'est pas unique dans cette, comment dirais-je, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau et on va tous, comment dire, y arriver ensemble. Parce que c'est à la fois un travail personnel, mais c'est aussi collectif, puisque le karma se nourrit aussi des relations. Il se nourrit des relations humaines. Le karma tout seul dans un coin, ben, ok, c'est dans un coin, c'est tout seul, ça gêne personne, ça gêne que moi. Mais quand ça rentre en connexion avec les autres, c'est là où les choses vont s'activer. C'est là où des personnes peuvent, par exemple, ne pas s'entendre du tout, puis un jour, les choses changent et elles s'entendent. Il ne s'est rien passé de plus que ça. Il ne s'est rien passé de particulier, mais leur relation change. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est dénoué, quelque chose qui s'est réinstallé dans le bon ordre. Alors on dit parfois que la loi du karma, c'est une loi de rééquilibrage et que notre rôle et notre, notre j'essaie de trouver le mot juste, que loi de rééquilibrage, ça veut dire que si on est trop dans un côté ou trop dans l'autre, bien, il va se passer un événement qui va nous obliger à remettre les billes au milieu. Vous avez vu sur le dessin. Par exemple, vous mangez un gâteau, vous en mangez deux, vous en mangez trois, vous tombez malade. Ben, la loi de rééquilibrage, c'est que parce que vous êtes tombé malade, vous allez arrêter d'en manger un, deux, trois, quatre, cinq, mais vous allez dire, OK, un, ça suffit. Donc, si on commence à dire, ah ben non, c'est que les gâteaux, le chocolat était machin, etc., c'est pour ça que je suis tombée malade. Non, on en a mangé de trop. Voilà, donc pas blâmer, se contrôler, se vérifier, se prendre en main, accepter sa destinée et surtout rester heureux. C'est important de rester heureux. Et le bonheur ne dépend pas des autres, le bonheur ne dépend pas des situations matérielles, et le bonheur dépend de ma capacité à aller retrouver en moi ce qui fait de moi une bonne personne. Quel que soit ce que je traverse, quel que soit le caractère que j'ai, quel que soit le caractère que les autres ont, par définition, ce sont toutes des bonnes personnes, mais qui sont sous des influences que nous-mêmes, on ne peut pas contrôler, que nous-mêmes, on ne connaît pas, et qui font ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, euh, donc, on a aussi un rôle important à jouer dans le fait d'aider les autres à subtilement, spirituellement, traverser les situations qu'ils vivent. Surtout, ne jamais blâmer qui que ce soit et ne pas vous positionner en victime, sinon la situation ne s'améliorera jamais. Se prendre en charge, on dit toujours ce mot, se prendre en charge. C'est pas compliqué, mais avec un peu de méditation, avec un peu de silence, avec un peu d'introversion, avec un peu de j'arrête d'en vouloir aux autres et de dire que c'est de leur faute, mais de dire c'est ma responsabilité et non pas ma culpabilité. Et j'ai ma destinée en main. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on puisse garder en soi, euh, d'une façon quotidienne et, euh, et même en même temps faire chaque soir son petit bilan. Vous savez, on peut faire des bilans on fait des bilans comptables, on fait des bilans dans tous les sens, mais
c'est bien aussi de faire un bilan de sa propre vie, c'est-à-dire aujourd'hui, où est-ce que j'ai gagné quelque chose et où est-ce que j'ai perdu quelque chose? Où est-ce que j'ai entretenu encore une mauvaise habitude qui fait que je suis peut-être encore un peu plus irascible, etc. Où est-ce que j'ai été un peu plus gentille aujourd'hui? Où est-ce que j'ai créé, est-ce que j'ai fait une machine inverse qui me permet de développer plus d'empathie ou plus d'amour pour les autres, etc. Donc, vous voyez, on a le choix. Même si la loi du karma est une loi inéluctable, on a quand même le choix de, de, d'y répondre à notre façon. Vous savez, on dit toujours, il y a la destinée, et puis il y a ce qui est prédestiné, puis il y a l'acquis et l'inné, il y a ce qui est prédestiné et ce qui est notre propre choix. On pourrait résumer ce soir en disant, euh, ce qui vient à moi, apparemment, je l'ai pas décidé. Ça vient à moi et je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix que bah, tout à l'heure, il y avait un problème technique. J'ai pas le choix qu'il y ait du bruit dehors. J'ai pas le choix que j'ai pas le choix. Ça vient dans ma vie, ça vient dans ma destinée. Par contre, ce qui est de ma responsabilité, c'est la réponse que je vais lui apporter. Donc, dans la loi du karma, c'est le monde qui me répond à ce que j'ai fait. Mais cette réponse va aussi générer de ma part une autre réponse aussi. Donc, j'ai plus le choix de recevoir, mais j'ai le choix de la réponse. Et je peux vraiment décider de ce que je veux répondre ne serait-ce que simplement quelle est l'émotion que j'accepte de faire remonter face à une situation. Ça, c'est mon choix. J'ai le choix de me mettre en colère ou j'ai le choix d'accepter. J'ai le choix d'être dans la peur ou j'ai le choix d'être dans la bienveillance ou le, ou le bonheur ou toute autre émotion ou sentiment. Donc ça m'appartient et c'est la notion d'être souverain de soi, c'est-à-dire je règne sur ma personnalité, je règne sur mes émotions et c'est moi qui décide. Et là, la réponse que je donne, elle m'appartient. Ce qui vient à moi, c'est, on pourrait dire, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui me permet de me comprendre et qui me permet d'avancer, de progresser spirituellement. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai peut-être eu des moments où je me suis un petit peu répétée parce qu'il y a des choses qui sont trop croises. Et je crois que le résultat de tout ça, c'est que mon bonheur m'appartient et qu'on a le choix de mener pas la vie qu'on veut, mais la vie que l'on construit. Parce que c'est une construction. Et, et la pire des choses la pire des réponses qu'on peut avoir par rapport à la vie, c'est la négativité. Si, vous savez, il y a des gens qui disent oui, d'accord, oui, mais. Ça veut dire que derrière ce qu'il peut y avoir de positif, il y a toujours ce mais. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte à la négativité, c'est la porte ouverte à l'échec, c'est la porte ouverte à la dépression, c'est la porte ouverte à tout ça. Alors, si on pouvait essayer, et ça, c'est un petit contrôle qu'on peut faire dans la journée à tout moment, supprimer, éliminer tout ce qui peut être réponse négative à toute situation. Il fait froid, oh, on n'est pas bien. Non, c'est bien parce que ça a un effet sur la nature. Il pleut, oh, mais il fait pas bon. Non, la pluie est nécessaire pour alimenter les sols en eau, pour que la nature pousse. Tout a une raison d'être, tout a une utilité. Mais la négativité va justement éliminer le, le- la valeur de ce qui m'entoure. Donc, même si apparemment on peut dire que les choses sont pas bien, derrière ce qui est pas bien, il y a toujours quelque chose de vrai, de positif et de enrichissant. Donc, n'oubliez jamais, n'oubliez jamais d'enlever la négativité de votre vie ou des réponses négatives. Et il y a derrière tout problème a une solution. Donc,
Si au problème, je rajoute un problème, ça va pas aller. Mais s'il y a un problème, j'ajoute une solution, ça veut dire si j'ai une vision positive et constructive, eh bien là, j'avance sur le chemin du nettoyage karmique. Et là, j'avance sur le fait de recréer en moi des mémoires positives. Et des mémoires qui vont elles-mêmes générer des répercussions positives dans le futur. Donc, soyons pas aussi éliminer la négativité et surtout, ce qui est très important, c'est être patient. C'est pas parce que vous avez décidé aujourd'hui, bah, je vais être bien et puis tout va bien se passer que ça va se faire comme ça. Pas du tout. Il y a un décalage entre le moment où vous plantez la graine, parce qu'il faut le temps qu'elle pousse et que les racines se fassent, et le, le, le fruit de ce que vous avez semé. Donc, être patient et ne jamais perdre courage, ça c'est aussi une bonne, c'est un bon trait de caractère, des gens qui sont courageux. Pas courageux à vouloir défoncer les murs, mais courageux à, à pouvoir attendre, ne pas perdre l'objectif. Le courage aussi, c'est de ne pas perdre l'objectif de ce que je veux pour moi, parce que aussi, vivre sa vie et la consommer n'est pas une bonne solution pour redevenir heureux, mais il faut la construire. Faut y mettre ce qu'on a envie d'y mettre, quelle que soit la situation dans laquelle je suis. Il y a toujours quelque chose de beau et de positif. Donc c'est un peu là-dessus qu'il faut, quand la charge karmique peut être un peu trop lourde, il faut aller chercher ce rayon de soleil. Et il existe, et il peut grandir. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui. Il y a encore, effectivement, c'est un sujet énorme et qui, qui nécessiterait encore beaucoup plus d'approfondissement dans les détails. Mais là, on a dit qu'on était dans les grandes lignes et qu'on parle de quelque chose qu'a priori peut être nouveau pour certains d'entre vous, mais qui est sorti, qu'on a voulu sortir aujourd'hui de la notion religieuse de le karma, c'est une punition, pas du tout. La punition, c'est une invention humaine. Le karma ne punit pas, le karma donne une réponse et le karma rééquilibre. Donc, mm, enlever aussi, donc, je disais la notion de négativité, mais la notion de punition. S'il m'arrive ça, c'est que je le mérite. Eh bien, ça, il faut aussi l'évacuer parce que c'est faux. C'est faux, ça n'existe pas. Donc, punir, euh, ça aussi, c'est un mot que vous devez rayer de votre dictionnaire. C'est de ma faute, il faut le rayer du dictionnaire. J'ai la réponse, il faut le mettre dans votre dictionnaire. Je construis, je vais le mettre dans mon dictionnaire aussi. Donc, vous voyez un peu comment la notion aussi, parfois les notions religieuses ont recouvert le, la- les concepts spirituels, toute la différence entre la spiritualité et la religion. Donc là, c'est encore un autre débat, beaucoup plus profond encore, mais restez simplement dans les quelques petits mots, les quelques petites choses que je vous ai dites aujourd'hui, pour voir si ça peut faire changer le cours de votre vie. Tout simplement, le regard que vous avez sur vous, c'est déjà énorme. Voilà, donc je vous propose, si vous avez envie de rester quelques petites minutes dans le silence, 5 minutes si vous voulez. Alors, j'ai pas le loisir de vous mettre de la musique parce que techniquement, c'est encore un truc un peu compliqué. Et non, le silence, c'est aussi une belle musique. Donc, on va rester silencieux quelques minutes et puis après, je vais je vais couper la connexion. Je vais d'abord couper le son pour éviter que vous soyez gênés par les bruits extérieurs. Si vous voulez vous mettre une petite musique, ben vous êtes bienvenus pour le faire. Coupez vos micros, ils sont toujours coupés. Et puis, euh, et puis je vous dis à une prochaine fois et merci de votre attention, merci de votre écoute et bon vent, comme on dit, que la vie vous donne le meilleur.